La toute première question, c'est par rapport à cette histoire finalement du développement de l'aviation de montagne. Est-ce que vous pouvez peut-être me rappeler en fait le rôle de Geiger et de Martignoni? Alors, le rôle de Hermann Geiger et de Fernand Martignoni, avant la création d'Air Glacé, c'était de promouvoir, au fond, les atterrissages en montagne et surtout sur neige. Ce qui veut dire que tout ce qui était jusqu'à maintenant interdit, Hermann a réussi à le faire passer officiellement. Et on a commencé à faire des transports commerciaux, dont la construction de la cabane Candair. Là-dedans, il y avait quand même aussi Martignoni, lui, il avait quoi comme rôle par rapport à Geiger? Alors c'était son bras droit et Martignoni était un grand spécialiste de tous les transports avions et également hélicoptères. Je vous rappelle quand même que dans le temps, les pilotes volaient en principe l'hélicoptère et l'avion. L'accident de 1963, tout d'un coup, vous regardez cette brochure, il y a l'Alouette 3. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Alors la première réflexion que j'ai faite, c'est de me dire c'est quand même dur ou incompréhensible de ne pas pouvoir sauver des gens correctement à n'importe quelle altitude pour des raisons financières. Le problème qu'il y avait, c'était de pouvoir acheter une Alouette 3 avec une turbine qui permettait de faire des sauvetages jusqu'à très haute altitude. Et en son temps, ici à Sion, l'aéroclub possédait uniquement des hélicoptères, des petits qui étaient des petits moteurs à piston, même pas sans compresseur. Et l'Alouette 3 était un hélicoptère à turbine. Vous m'avez dit que vous avez été trouver Hermann Geiger. En fait, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Alors quand on a eu cet accident au cours de guide au Trien, Hermann Geiger n'avait pas pu poser avec son hélicoptère. Et j'ai dit après 10 jours, quand le cours était terminé, j'ai dit à Hermann, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir sauver? J'ai vu dans le journal qu'un hélicoptère s'était posé au sommet du Mont Blanc avec beaucoup de vent et puis 5 personnes à bord. Et là, Hermann Geiger m'a répondu, mais ça c'est une Alouette 3 avec une turbine qui coûte 1 500 000 francs suisses par rapport à nos hélicoptères que nous avons qui coûtent environ 300 000 francs. Et j'ai dit, mais alors pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'acheter un hélicoptère comme ça et on doit trouver un financement. C'est là où il m'a dit qu'il avait lui déjà essayé et qu'il n'avait jamais trouvé des gens qui lui donnaient cet argent ou une banque qui lui prêtait cet argent pour acheter cet hélicoptère. Et on a fait un deal en disant, écoute, toi tu connais l'aviation, moi j'essaye de me débrouiller pour trouver le financement de cette machine. J'imagine que les gens ont dû quand même vous prendre un petit peu pour un jeune farfelu quand tout d'un coup vous êtes arrivé en disant voilà, je veux 1 million pour acheter un hélico. Comment est-ce que vous avez réussi à réunir tout cet argent? Alors, ils m'ont dit plus que j'étais un rigolo, ils m'ont pas cru. Ils trouvaient l'idée bonne, toutes les banques ont trouvé l'idée bonne, mais les médecins de Sion aussi. Mais ils ont dit, écoutez, ça c'est un élément, un objet neuf que personne connaît, et nous ne voulons pas prendre le risque de vous enfoncer cet argent. Et c'est là que j'ai heureusement rencontré M. René Spar, qui était lui à ce moment-là président de l'Aéroclub de Sion et qui faisait partie d'un conseil d'administration d'une banque qui s'appelait la Caisse d'épargne du Valais. Et je lui ai demandé, j'écoute, voilà, mon projet est le suivant, je veux acheter une Alouette 3, je veux fonder une autre société qui se spécialise dans le domaine du sauvetage et j'ai besoin d'1 500 000 sans aucune autre garantie. Et très gentiment, il m'a répondu, écoute, je vais essayer de discuter avec ma banque et je te réponds d'ici quelques jours. Il y a à peine 3 jours passés après ma demande qui m'a donné un petit coup de fil en me disant, j'ai pas l'1 500 000, mais j'ai 600 000 francs à ta disposition. Alors j'ai dit à René Spar, j'ai dit, écoute, tu peux mettre ça sur un papier, je vais aller voir Aérospatial, comment ça s'appelait, et voir dans quelle mesure il m'accorde un crédit pour le payer en 3 fois. Vous débarquez avec une Alouette 3, avec un porteur, mais pendant l'hiver, est-ce qu'il y avait du travail comme maintenant? Alors c'est clair qu'à ce moment-là, et ça je ne me rendais pas compte, c'est qu'on travaillait environ 6 mois sur tous les mois d'été, et puis pendant l'hiver, on ne travaillait pratiquement pas. Le tourisme était beaucoup moins développé, il n'y avait pas encore beaucoup de remontées mécaniques, les dépôts se faisaient pratiquement que quelques fois quand il faisait grand beau,
Et on ne travaillait pas. Il fallait donc trouver une solution pour, au fond, couvrir ces 6 mois, pour survivre, pour permettre de rentrer un peu d'argent à la société qui devait quand même travailler 12 mois sur 12. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû trouver une solution qui était la solution africaine. Parce qu'il faisait beau en hiver, quand chez nous il faisait plus mauvais. Et par un hasard tout à fait quelconque, on a été engagé pour effectuer une mission qui consistait à faire une étude sur des possibilités de construction de barrages hydroélectriques sur le Sénégal. Et M. Albert de Goumans, qui avait déjà passé quelques années en Afrique, m'a demandé de nous déplacer avec une Alouette 3 et un Pilatus Porter. Ce qui était, nous, pour la grande chance, pour passer finalement de l'unité d'une Alouette 3 à une deuxième, et du Porter aussi à un deuxième Porter. Mais comme cette mission s'est passée très 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 bien, et que nous étions en ce moment-là très bien payés, puisque le dollar était à ce moment-là encore très très haut, ça nous a permis d'avoir le double de machines et surtout de stabiliser l'économie de la société Air Glacier. Ça. Bon, moi j'ai traîné déjà mes savates à l'époque chez Air Glacier, c'était il y a 20 ans en arrière. On sentait quand même finalement, moi je suis arrivé, c'était 6 mois après l'accident de Martignoni, on sentait quand même très très fort la compagnie qui était imprégnée de cet esprit Martignoni. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cet esprit? Alors je crois que l'esprit n'a pas beaucoup changé, en tout cas dans le domaine de notre exploitation, du personnel qui est d'une fidélité remarquable, puisque nous avons beaucoup de personnes qui sont à la société depuis 40 ans, 2 personnes pour dire, 30 ans, 25 ans, et qui restent toujours fidèles, même dans les bases extérieures, puisque nous avons aussi des bases extérieures comme Lauterbrunnen, Saanen, Colombey, etc. Nous avons cette grande chance d'avoir un personnel très fidèle et qui comprennent que notre activité se fait pendant l'ensemble de la journée, 24 sur 24, l'ensemble de tous les jours de la semaine, les jours de fête, et qui consacrent une grande partie de leur temps à la société. D'accord. Et plus spécifiquement par rapport à Martignoni, qui a quand même beaucoup marqué la société, qu'est-ce qui reste de lui aujourd'hui? Alors écoutez, je crois que de lui reste surtout l'exemple, et puis je dirais, reste aussi surtout son fils, qui est bientôt chef mécano des hélicoptères à Sion. C'est une question pour taquiner un petit peu, mais c'est vrai qu'on entend aujourd'hui voilà, les écolos qui disent ça fait du bruit, ça pollue, ça embête les bestioles, ça embête le monde. Vous avez envie de leur dire quoi? J'imagine qu'il y a quand même une utilité pour les pilotes, cet héliski. Alors l'héliski d'abord a pour nous une utilité économique, puisque pendant la période d'hiver, c'est la période calme jusqu'à Pâques, et comme notre personnel est engagé sur l'ensemble de l'année, nous devons survivre. Ça nous permet de survivre. Deuxième chose, ça nous permet aussi un entraînement indispensable pour le sauvetage, parce que les conditions hivernales n'en sont pas du tout les mêmes qu'en été pour le sauvetage. Nous avons un problème des vents, nous avons un problème de la luminosité, et en plus de ça, ces sauvetages se passent en général dans les régions où nous faisons les dépôts héliski, proches des cabanes, proches des grands glaciers. Et surtout, la troisième chose que je veux dire à ces gens qui rouspètent tout le temps, c'est que nous laissons pratiquement pas de traces, malheureusement encore un peu de bruit, mais surtout que pour eux, pour les cabanistes, pour le club alpin, nous pouvons intégralement tout faire. C'est-à-dire on peut les transporter, on peut les ravitailler, on peut construire les cabanes, et puis de l'autre côté, on peut les sauver jour et nuit, et de l'autre côté, ils nous empêchent de faire quelques vols indispensables en haute altitude. Qu'est-ce qu'il y a en fait finalement comme développement qui est prévu pour les avions ces prochaines années? Alors il faut dire que les avions, à part les Pilatus Porter avec lesquels on faisait des atterrissages glaciers et qui font maintenant pratiquement plus que du parachutisme et un peu de photogrammétrie, les avions ils se sont développés au fond plus tardivement, uniquement pour la seule et unique raison qu'à Sion, nous n'avions pas une approche aux instruments. Et maintenant, nous avons une approche aux instruments qui n'est pas encore la meilleure, mais qui nous permet quand même de pratiquement garantir des départs et de retours aussi dans de mauvaises conditions. Et ce développement maintenant
il se fait assez harmonieusement sur des destinations de 1 heure, 1 heure et demie de vol, comme la Corse, on va essayer la Croatie, on va essayer les autres destinations. Et pour nous, c'est aussi un apport très important, étant donné que le côté touristique avion doit se faire aussi au départ de Sion. Je ne vais pas vous demander de faire de la voyance, mais dans 10 ans, Bruno Bagnot aura 80 ans. Il y aura peut-être déjà une canne à ce moment-là, il y aura peut-être beaucoup de gens qui auront changé ici, il y aura peut-être des machines qui auront changé. Comment est-ce que vous voyez Air Glacier dans l'avenir? Alors, je pense que de ce côté-là, il n'y a aucun problème, à moins que les normes européennes nous imposent tellement de restrictions. Tout est en place. Dans tous les dicastères, nous avons des responsables, des remplaçants qui peuvent prendre la barre pratiquement du jour au lendemain. Dans les machines, il y a un certain développement qui se fait, qui se situe surtout au niveau de la diminution du bruit, de la durée de l'entretien des hélicoptères. Et dans les avions aussi, je pense que la technique amènera beaucoup de nouvelles choses qui nous permettront de faire, en ce qui concerne l'environnement, beaucoup de progrès dans la diminution du bruit et dans la rapidité des vols.